Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de Ça n'arrive pas qu'aux autres, le podcast qui questionne les violences et la justice en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Nonchen, inspecteur principal adjoint et chargé de la prévention criminalité à la police cantonale vaudoise. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'ICOP, ce policier parfois déguisé en cône ou en Gandalf, très suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, 80 000 sur TikTok et des millions de vues sur ses vidéos de prévention qui cartonnent auprès du public. Derrière le titre un peu provocateur de cet épisode, que fait vraiment la police ? On va tenter de comprendre plus concrètement le rôle de la police en Suisse romande, sa façon de travailler et les coulisses d'un dépôt de plainte. Mais surtout, on va partir à la rencontre de l'humain derrière le flic. Bonjour François. Bonjour Chloé. Je te remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation et d'inaugurer ce premier épisode du podcast en te prêtant au jeu de l'interview. L'idée ici, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on sait déjà, mais promis, il n'y aura aucune question piège. Eh bien, merci à toi pour l'invitation et je me réjouis de participer à ce premier épisode de ton podcast. Une question simple pour commencer. Quelle est au fond la mission de la police ? Formulée du point de vue d'une victime, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ou d'espérer de la police quand on traverse l'impensable ? Le rôle de la police, c'est d'établir les faits, d'identifier les auteurs et de les dénoncer à l'autorité de justice compétente. La victime peut attendre de la police qu'elle soit écoutée, que ses déclarations soient enregistrées, que la police enquête pour identifier l'auteur des abus qu'elle aurait pu subir et d'établir un rapport bien circonstancié de tout ce qui s'est passé. Lorsqu'on subit des violences, justement, qu'elles soient physiques, psychiques ou sexuelles, vers quelle police faut-il se tourner en Suisse romande ? Police municipale, police cantonale, gendarmerie, on s'y perd un peu. Qui est la bonne interlocutrice selon ce qu'on a vécu, histoire de pousser la bonne porte ? Alors, toutes les polices ne sont pas organisées de la même façon. Je peux plutôt parler de la police vaudoise. Le plus simple, je pense, pour une victime, c'est d'abord de prendre contact téléphoniquement avec sa police locale pour expliquer vraiment de manière très brève ce qui se passe pour qu'elle soit directement dirigée vers la bonne police. Quand il s'agit de délits sexuels, en principe, c'est la police cantonale qui va prendre des déclarations. Selon la gravité des gestes, ça pourrait directement être la police de sûreté, donc la brigade des mœurs, avec des policiers spécialisés dans cette typologie de délit qui prendra la plainte, ou en tout cas les déclarations. Quand les faits viennent de se produire, donc, on peut pousser la porte directement d'un poste de police sans téléphoner, j'imagine. Oui, alors bien sûr, quand les faits viennent de se produire, on ne pensera pas forcément à téléphoner. Et là, le policier qui sera là pour accueillir la victime appellera la brigade des mœurs qui prendra les premières décisions et qui donnera les premières directives à la victime, par exemple d'aller consulter aux urgences pour un constat médical. L'uniforme de la police peut rassurer ou effrayer. Est-ce que, selon toi, la police est perçue comme un lieu sûr par toutes les victimes ? Alors, chaque cas est différent. Les victimes, quand elles arrivent à la police, elles ont peut-être leurs propres préjugés, leurs propres a priori, des personnes peut-être qui font confiance à la police, d'autres personnes qui n'aiment pas la police ou qui croient que la police est leur ennemi. Donc vraiment, chaque victime est différente. Et le travail de la police, c'est d'accueillir cette victime avec bienveillance, sans aucun jugement. Et quand certaines victimes ont peur de s'adresser à la police, c'est pourquoi d'après toi ? Est-ce que c'est par crainte de ne pas être crues ou parce qu'elles ont peur qu'une fois la plainte déposée, leur histoire leur échappe ? À nouveau, chaque victime est différente. Bien sûr que, en tout cas, mon expérience a montré que des victimes avaient peur de ne pas être crues. Certaines situations sont des fois impensables dans la violence ou dans la particularité de l'affaire. Il faut que les victimes se disent que la police a l'habitude de traiter ça. J'aime bien dire que pour une victime, c'est souvent une chose qui se passe
on espère qu'une seule fois dans sa vie. Et pour elle, c'est un truc exceptionnel, mais pour le policier ou la policière en face d'elle, c'est quotidien en fait. On va prendre en charge plusieurs affaires, peut-être même la même journée. Et vraiment, c'est un travail d'habitude. On est formé pour ça, on a l'habitude de travailler avec ça. Et surtout, on ne juge pas. La police est là pour prendre des déclarations et ensuite enquêter. Donc, il ne faut pas que la victime pense ne pas être crue. La police va prendre les déclarations et va enquêter derrière. Mais en tout cas, sur le moment du dépôt de plainte, on n'a aucune raison de ne pas croire la victime. Alors justement, comment les policières et les policiers sont formés à accueillir des victimes de violences sexuelles, conjugales ou psychologiques et à entendre la détresse ? Tous les policiers, toutes les policières, durant leur formation à l'école de police, ont un module sur les délits sexuels où on explique les différentes typologies d'infractions et la manière d'accueillir une victime. Vraiment en ne jugeant pas, en faisant pas de commentaires sur l'habillement ou le comportement d'une victime. Hein. Des fois, c'est vrai que des victimes pourraient penser ne pas dire toute la vérité ou bien cacher des choses sur son habillement lors de la soirée en question, si ça s'est passé en soirée. Donc, on a ça. Ensuite, ça, c'est vraiment une formation de base. Et quand les policiers ou les policières se spécialisent et entrent à la brigade des mœurs, qui s'occupe de ces délits-là, eh bien, c'est l'expérience du terrain qui va faire foi. On commencera notre carrière d'enquêteur ou d'enquêtrice dans les délits sexuels en accompagnant un inspecteur ou une inspectrice plus chevronnée et on apprend sur le tas. La police, c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas. On voit les bases à l'école et ensuite, c'est tellement spécifique. Chaque cas est tellement différent qu'on n'a pas vraiment des checklists. On va faire vraiment cette checklist de A à Z et puis notre affaire sera brillamment traitée. En fait, non, notre matière première, c'est les êtres humains. Et on doit s'adapter en fait aux personnes qu'on a face à nous, on doit s'adapter aux affaires. C'est assez complexe en fait comme métier. Et c'est vraiment sur le tas qu'on apprend à bien se comporter, qu'on apprend la manière de prendre en charge une affaire de la moins mauvaise manière possible en fait. J'aime bien dire ça aussi, il n'y a jamais de bonne manière de prendre en charge une affaire, il n'y a que des mauvaises manières, on choisira la moins mauvaise de toutes les manières. Quand une victime vient déposer plainte, est-ce que la police doit toujours garder une posture strictement formelle, neutre et détachée ? Concrètement, si une victime s'effondre en face de toi, comment est-ce que tu réagis ? Est-ce que c'est une situation que tu appréhendes ? Alors, c'est vrai qu'au début de sa carrière, on appréhende toujours n'importe quelle opération de police, l'audition en étant une, et après, avec l'expérience, on commence à s'habituer. Mais de nouveau, chaque cas est différent et on ne sait jamais vraiment à quoi on va s'attendre. Donc finalement, quand on part de la maison le matin, il y a quand même une sorte de carapace qui se met en place, mais automatiquement, c'est pas un effort. On se dit pas, tiens, maintenant je mets ma carapace ce matin parce que je vais affronter des choses difficiles. C'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est une sorte d'autoprotection. Et quand on se retrouve face à une victime, non, alors on a une posture sérieuse, on est là pour prendre en note de ces déclarations, commencer déjà à penser aux opérations d'enquête qui s'en suivront. Bien sûr qu'on aura de la compassion, par contre, mais on ne va pas forcément montrer notre compassion. De nouveau, les policiers et les policières qui prennent en charge ces victimes ont aussi leur propre vécu. On a peut-être des policières qui ont également été victimes d'abus. Cette policière sera également extrêmement sérieuse, extrêmement solide face à la victime. Elle ne va pas s'effondrer avec la victime. Et je ne pense pas que les victimes souhaitent que le policier ou la policière face à elle s'effondre avec elle. La police, elle est vraiment là pour prendre cette plainte, ce premier acte de procédure qui lancera tout ce rouleau compresseur de la justice derrière. Donc voilà, ma réponse. Est-ce que pour une victime, c'est normal de ressentir quand même parfois une certaine détresse dans cette situation durant une audition ? Évidemment, comme le policier ou la policière demandera le plus de détails possible sur les actes qui ont été vécus, c'est pas de la curiosité malsaine, hein, c'est obligatoire, on est obligé de connaître vraiment le déroulement quasiment seconde par seconde et de l'événement. Et bien sûr que la victime, quand elle doit revenir sur ces moments qui sont certainement les plus difficiles de sa vie, elle risque de s'effondrer, elle risque d'être mal, elle va pleurer. Et là, le policier ou la policière qui est en face d'elle va prendre en compte, bien sûr, sa détresse. On laissera
la victime prendre une pause, on ira boire un verre d'eau, elle pourra aller aux toilettes. C'est pas, cette audition, c'est pas une procédure qui commence à un point, enfin à temps T, et qui se termine sans aucune interruption. Vraiment, on est des humains. On va laisser à la victime le temps pour elle de se remettre, de faire une pause. Vraiment, c'est finalement alors, la police qui va diriger l'audition, mais la victime a une totale liberté d'action dans les pauses qu'elle demanderait à prendre. Ça, je pense que c'est important de le dire ou de le rappeler parce qu'on n'en est pas toujours consciente ou conscient quand on est dans cette situation. En tant que policier, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir impuissant face à la détresse d'une personne ? Il arrive que les victimes qu'on a face à nous ont vécu des choses impensables. Et effectivement, alors oui, on est impuissant face à la situation qu'elle a vécue. On ne peut pas revenir en arrière pour effacer tout ce qui s'est passé. Mais, et on n'a pas non plus de formation de psychologue pour permettre à cette victime de se remettre immédiatement. Par contre, le moment où la victime dépose plainte, cette plainte, c'est une des étapes en fait de la thérapie de la victime. Avoir déposé plainte, c'est un acte officiel, mais ça permet à la victime de dire, ben voilà, maintenant je suis officiellement victime du point de vue de la loi. Et ça, je pense, c'est une étape qui est primordiale pour la thérapie et pour la voie de guérison d'une victime. D'ailleurs, tu parles de reconnaissance au niveau de la loi. Il y a aussi l'AVI qui apporte cette reconnaissance. On peut consulter un centre l'AVI avant ou après avoir déposé plainte et avoir justement cette reconnaissance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe? Et dans ton expérience, est-ce que les victimes viennent souvent accompagnées de la LAVI ou d'une personne de confiance comme la LAVI le permet? Comment ça se passe concrètement? On a tous les cas de figure. Il arrive que des victimes, ou même que la LAVI nous contacte en disant voilà, j'ai une victime qui est venue nous voir, elle souhaiterait déposer plainte, et c'est vraiment la LAVI qui fait les démarches avec la police parce que la victime ose peut-être pas directement nous appeler. On a aussi des victimes qui nous appellent pour demander conseil, qui ne sont pas forcément sûres de vouloir déposer plainte, qui veulent peut-être même pas donner leur nom parce qu'elles ont peur que on lance des opérations dans leur dos, des choses comme ça. Et donc là, on leur dit, mais écoutez, vous savez qu'il existe ces centres LAVI, vous pouvez aller chez eux, demander conseil. Cette LAVI offre des conseils juridiques et des conseils psychologiques. Donc nous, on aime bien, en tout cas, la Brigade des Mœurs, proposer aux victimes d'aller d'abord dans un centre LAVI, si les choses ne viennent pas de se passer, bien sûr. Si les actes viennent d'être commis, on va plutôt les envoyer à l'hôpital. Mais si c'est des choses qui datent de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, on n'hésite pas à les envoyer d'abord dans un centre LAVI, prendre des conseils, peut-être être rassuré également avant de venir à la police pour un dépôt de plainte. Mais par exemple, à partir de quand est-ce que la police doit transmettre des informations au ministère public ou entamer une procédure, même sans plainte formelle, si elle a eu connaissance de certains faits, par exemple parce que la victime est venue se renseigner? C'est vrai que le code pénal prévoit certaines infractions qui sont poursuivies d'office, donc on n'a pas besoin de plainte pour qu'une procédure soit lancée. Mais on ne va pas signaler un cas au ministère public dans le dos d'une victime. Les victimes, elles viennent nous voir, elles nous parlent de certaines choses, elles ne disent pas forcément le nom de l'auteur. C'est clair qu'on n'a pas besoin d'une plainte pour qu'une enquête soit lancée, mais on ne va pas jouer des sales tours aux victimes. Les victimes peuvent venir nous parler en toute confiance. Elles peuvent nous dire, voilà, j'ai été victime de ceci, de cela. Elles ne sont pas obligées de nous donner le nom de l'auteur dans un premier temps, quand on est toujours dans les conseils. Et on ne va pas la forcer à nous donner le nom d'auteur. On ne va pas la contraindre à faire quoi que ce soit. On ne va pas non plus la contraindre à aller à l'hôpital si ça vient de se passer. C'est les victimes qui ont le choix de le faire. On va bien sûr conseiller. Vous avez vécu quelque chose qui s'est passé hier. Si vous allez à l'hôpital, on pourra vraiment formellement obtenir des preuves sur l'auteur. Donc faites-le. Si vous attendez, ces preuves, elles disparaîtront et ça sera plus compliqué par la suite. Mais on ne va pas la forcer. Donc vraiment, on ne fait rien dans le dos de la victime. Je pense que c'est important vraiment de l'avoir précisé. Pas que la peur d'enclencher quelque chose qui nous échappe soit un frein et savoir qu'on peut y aller par étapes, entre guillemets. C'est exactement ça.
Les films et séries donnent souvent une image très lissée, très rythmée du dépôt de plainte. Dans la vraie vie, c'est souvent plus lent, plus flou, parfois plus dur aussi. Certaines victimes parlent même de victimisation secondaire. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? L'idée étant bien sûr qu'un dépôt de plainte ne laisse pas quelqu'un plus abîmé qu'en arrivant. C'est vrai que l'audition, c'est un moment qui est compliqué. Effectivement, dans les séries, ça se passe super bien, assez fluide, mais dans la réalité, eh bien, la victime parle. Si la victime est majeure, on ne fait pas d'audition vidéo, donc ça veut dire qu'on aura le policier ou la policière qui va taper sur l'ordinateur son audition, donc ça veut dire qu'il faut faire des pauses, il faut dire « Attendez, vous avez dit quoi là? J'ai pas bien entendu, est-ce que vous pourriez répéter ?» C'est finalement assez lourd et les victimes, des fois, peuvent être dérangées par cette façon de faire, mais il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est comme ça que ça se passe. On va aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les détails, ce qui peut être dérangeant. Des fois, la victime ne comprend pas, mais pourquoi vous avez besoin de tous ces détails ? On est obligé, on doit avoir le plus de détails possible pour ensuite poser des questions à l'auteur pour confirmer les versions ou voir que l'auteur nous raconte des bêtises. Donc, on a vraiment besoin de tous ces détails. Après, si la prise en charge est mauvaise ou si, imaginons le cas extrême où la police se moquerait de la victime ou de son habillement, enfin, des choses qui sont impensables, la victime a l'occasion, a la possibilité pas de déposer plainte, mais de faire une doléance, c'est-à-dire contacter le commandement de la police en question pour dire « Écoutez, je ne suis pas du tout satisfaite de la prise en charge de cette affaire, j'aimerais que quelque chose soit fait, ce policier ou cette policière n'a pas du tout été adéquat dans la manière de me parler, ou j'ai eu l'impression qu'il me jugeait, donc on peut faire des doléances. » Et puis là, le policier ou la policière devra se déterminer par rapport à ce qui s'est passé. Si justement on a l'impression d'être tombé sur la mauvaise personne, entre guillemets, quand on vient porter plainte, si une victime ne se sent pas à l'aise avec la personne qui la reçoit, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est vrai que si la victime n'a pas du tout d'atome crochu ou se sent en conflit directement avec la personne qui l'entend, elle pourra dire « Écoutez, je ne peux pas continuer dans ces conditions, est-ce que je pourrais avoir un autre policier là ?» Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte de tourisme de police où si on n'a pas été content du policier du canton X, eh bien on va se déplacer dans le canton Y, puis finalement on va aller au canton Z. C'est pas comme ça que ça se passe non plus. Mais si vraiment il y a un gros souci avec un policier, ce qui devrait pas se passer en principe, on peut demander, on peut interrompre l'audition et s'en plaindre justement, faire une doléance et parler à quelqu'un d'autre. Je rappelle aussi que si on a le statut de victime la vie, on peut demander à être entendu uniquement par des femmes si on est une femme ou uniquement par des hommes si on est un homme. C'est juste ? C'est tout à fait juste, oui. Après un dépôt de plainte, on peut ressentir un grand vide. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, avec des questions qui tournaient en boucle dans ma tête. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que j'ai rien oublié ? Est-ce que j'ai été assez claire, trop précise, trop émotive ? Les jours suivants, j'étais assez déstabilisée avec le sentiment qu'à partir de là, je ne maîtrisais plus rien, que c'était maintenant la justice qui allait décider si mon histoire rentrait dans des cases. En tant que policier, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il faudrait savoir avant de venir déposer plainte, surtout si on n'est pas accompagné d'une avocate ou d'un avocat, pour traverser cette épreuve le plus sereinement possible ? Le premier conseil que j'aimerais dire, c'est que la personne qui se rend à la police sans aucun accompagnement, qu'elle n'hésite pas à demander au policier ou à la policière ce qui va se passer. De demander comment va se passer l'audition, de demander qu'est-ce qui va se passer par la suite, d'être renseigné un petit peu de comment ça fonctionne. Effectivement, c'est une chose qu'on vit peut-être qu'une fois dans sa vie, et c'est très bien comme ça, et on ne peut pas savoir comment ça se passe. Et ça ne se passe pas comme dans les films, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc vraiment, ne pas hésiter de poser les questions aux policiers, d'avoir peur de ne pas en avoir assez dit ou trop dit. Il ne faut pas avoir peur de trop rentrer dans les détails. De toute façon, la police va demander un maximum de détails. La police, à la fin de l'audition, va dire « Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient ?» On relit son audition aussi. Au terme de l'audition, on relit. Il y a peut-être des choses qui nous reviennent à l'esprit. On peut rajouter ces choses à ce moment-là. Vraiment, on a le temps. Il ne faut pas hésiter à dire ou à préciser.
parfois le policier note quelque chose, c'est peut-être trompé, hein, ça va vite, on tape très vite à la machine, enfin le plus vite possible, des fois on manque des choses, ou on écrit de manière pas vraiment adéquate, et bien on peut dire, écoutez, non, c'est pas ça que je voulais dire, est-ce que vous pourriez changer ? Et le policier ou la policière va changer sur le procès verbal d'audition. Ce procès verbal, quand on est victime, eh bien on le signe, et c'est nos déclarations, donc on a le droit de les changer pour que ça soit vraiment le plus proche de notre pensée. Et donc, le déroulement d'une audition, c'est d'abord une question générale du style « racontez-nous ce qui s'est passé » et il y a un premier récit libre qui peut durer un certain temps. Et ensuite, la police pose des questions complémentaires pour en savoir plus, pour préciser certains points. Et l'avocate ou l'avocat peut aussi poser des questions complémentaires pour approfondir certaines choses qui auraient peut-être été oubliées par la victime lors de son récit. Tu peux nous confirmer un peu comment ça se passe ? Oui, alors c'est exactement comme tu l'as dit, Chloé, un récit libre, des fois ponctué par des petites précisions que la police demande, et ensuite on ira dans des questions aussi, par exemple, par rapport à l'environnement familial, des détails biographiques sur l'auteur, par exemple. Vraiment, ça dépendra tout du récit libre de la personne, et effectivement, au terme de l'audition, l'avocat ou l'avocate de la victime pourra poser ses propres questions. J'aimerais maintenant te poser quelques questions plus personnelles, si tu es d'accord. Oui. Est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir tiraillé entre le protocole et l'humain ? Tu parlais tout à l'heure de compassion. Est-ce que la compassion est plutôt une force ou un risque quand on fait ton métier ? C'est les deux, c'est toujours une question de dosage. Non, alors, je pense que c'est normal d'avoir de la compassion. De nouveau, on est des êtres humains, on peut qu'avoir de la compassion face à des situations que des victimes ont pu vivre. Après, il ne faut pas non plus que cette compassion nous empêche de travailler. On doit rester solide. Nous, comme policiers, on a une mission, hein. C'est prendre cette plainte et puis ensuite enquêter derrière. Donc on doit rester quand même avec une vision claire de ce qui s'est passé. Et de nouveau, ce côté carapace que tous les policiers et les policières portent sur eux ou sur elles de manière naturelle, ça fait son office. On entend des choses, on compatit, mais de nouveau, notre travail, c'est d'identifier les auteurs, de les amener devant la justice, d'établir les faits. Donc cette compassion, un policier qui aurait beaucoup trop de compassion, ça l'empêcherait de travailler finalement. Donc il faut rester bien solide sur ses appuis, comme on dit, et ça se fait naturellement. Et cette compassion peut aussi devenir une force, parce que de s'être dit, mais cette victime a vécu l'impensable, ça va me motiver finalement à aller à fond dans cette affaire. Finalement, c'est une force, pour autant que le dosage soit correct. Et quand tu enfiles ton uniforme le matin, est-ce que tu dirais qu'il y a une partie de toi que tu laisses de côté ? Alors, qu'on porte un uniforme ou pas, hein, qu'on soit gendarme, policier municipal ou inspecteur ou inspectrice, le matin, quand on part de la maison, je pense pas qu'on laisse une partie de nous à la maison. On est des humains, notre humanité nous accompagne. Par contre, les choses qu'on va voir, les choses qu'on va entendre vont pas forcément, ne devraient pas trop nous toucher. Parce qu'à ce moment-là, on prend toute la misère du monde sur nos épaules et on ne survit pas à ce métier. Donc de nouveau, cette carapace, elle se forme automatiquement. On voit des choses, on vit des choses. Notre humanité, on la prend, on la garde avec nous, je dirais, durant toute notre journée de travail ou toute notre nuit de travail. Par contre, ce qu'on va laisser au travail, c'est les ondes négatives, c'est les choses horribles. C'est ça qu'on ne va pas ramener à la maison, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Dans tes vidéos, tu fais souvent preuve d'humour, malgré la gravité des sujets. Est-ce que l'humour peut aussi trouver sa place dans le contact avec une victime, pour détendre ou pour rassurer ? Ou est-ce que c'est trop risqué ? Ça dépend des gens. Non, c'est vrai. J'ai vécu des auditions où les actes commis étaient très graves, mais où on a finalement souri et rigolé. C'est vrai que on discute tout d'un coup, sans faire exprès, quelqu'un fait un jeu de mots un peu débile, et ça fait rire, ça fait sourire. Et c'est des moments qui sont super importants, parce que c'est des petites soupapes qui permettent de sortir un moment de cette situation terrible, de l'évocation d'actes horribles. Et c'est une très bonne chose que l'humour puisse intervenir. Mais de nouveau,
des fois, la situation ne s'y prête pas du tout, l'ambiance ne s'y prête pas. Chaque cas est différent à nouveau. Il y a aussi des policiers qui n'ont pas d'humour et qui ne vont pas rigoler, d'autres qui en ont beaucoup, et des victimes aussi qui n'ont pas d'humour ou qui en ont beaucoup. Donc vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais l'humour peut effectivement intervenir dans ces auditions et c'est une très bonne chose. Une question un peu bateau. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Le contact avec les gens. Je l'ai dit tout à l'heure, la matière première du policier ou de la policière, c'est les humains. Si on n'aime pas les humains, il ne faut pas faire ce travail parce qu'on ne travaille que avec des humains. Donc vraiment, c'est ces contacts, c'est découvrir des gens. Et de nouveau, c'est ça qui est quand même assez bizarre avec ce travail, mais c'est un peu le travail de tous les services d'urgence, les médecins, les ambulanciers, les médecins urgentistes, pas les médecins généralistes qui ont ce suivi. On voit des gens dans un moment terrible de leur vie, comme victimes ou comme auteurs. On rencontre de tout. Et c'est des gens qu'on voit pendant quelques jours ou quelques semaines si les affaires sont un peu plus longues et qu'on ne voit plus par la suite. Et on découvre des gens. On leur transmet un message. Ils nous transmettent aussi certaines choses de leur vie. Et chacun repart après dans sa vie en gardant une sorte de petit bagage. Et on essaye de garder les points positifs de ces rencontres en essayant d'oublier tout ce côté négatif et parfois horrible que les gens ont vécu. Donc c'est vraiment ces contacts avec les personnes. Être policier, au final, c'est un peu des tranches de vie partagées avec les gens que tu côtoies. C'est ça. Mais pas forcément les meilleures tranches de vie. Mais des tranches de vie quand même. Des tranches de vie quand même. Et qu'est-ce que tu redoutes le plus ? Je vais donner une réponse qui va sembler bizarre, mais j'essaye de ne rien redouter. Non, mais ce qui est fou avec ce travail de policier, c'est qu'on sait à quelle heure on commence, le matin ou le soir, ça dépend de nos horaires. On ne sait jamais à quelle heure on finit, on ne sait jamais à quoi on va être confronté. Donc si on commence à redouter quelque chose, on va passer une mauvaise journée. Il faut vraiment s'attendre à rien de particulier, ou au pire, ou je ne sais pas, mais des journées se passent super bien, d'autres journées, imaginons quand on est de permanence, on va tomber sur une affaire abominable. Il faut garder l'esprit ouvert et être prêt à emmagasiner de la violence. Ça fait partie du travail, mais je ne pense pas qu'il faille redouter ça, sinon on ne va pas au travail. On a parlé tout à l'heure de la peur que certaines personnes ressentent face à la police. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu peur d'être jugé ou rejeté juste parce que tu es policier ? Quand on lit la presse, souvent, quand on parle de police, c'est plutôt pour les choses qui n'ont pas fonctionné. Quand on parle des CFF, on parle toujours du train en retard, mais pas des 1200 trains qui sont arrivés à l'heure. Et c'est vrai qu'à la police, la plupart des affaires, je veux dire, il y a environ 1000 appels au 117 par jour. Quand on regarde les journaux d'événements police, il y a quasiment chaque minute un événement qui se passe dans une journée. Donc au niveau cantonal ? Au niveau cantonal, oui, bien sûr. Et tout se passe très bien. Mais c'est vrai que la presse donne toujours ce côté un peu sensationnel. On va plutôt parler des choses qui se passent mal, que ce soit la police ou d'autres choses. Et des gens peuvent se dire, tiens, en fait, la police, chaque fois qu'on parle d'eux, c'est pour des mauvais trucs, donc ils ne servent à rien, ils ne sont pas très bons. Et certaines personnes, effectivement, ont une image assez négative de la police. Et même si dans la majorité de la population, l'image de la police reste très bonne, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une crainte, mais des fois, quand on dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis policier. On a ce truc, c'est et finalement, les gens disent, mais en fait, t'es sympa. Oui, mais on est sympa. Justement, parce que des fois, il y a cette mauvaise image qui est véhiculée. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu embêtant que les gens disent « Ah, mais ça veut dire que si t'es policier, c'est que t'es raciste » ou bien des choses comme ça. C'est ces images qui sont portées par les médias. Oui, certainement que des policiers sont racistes. La police étant à l'image de la société où il y a aussi des racistes, c'est vrai, on ne va pas le nier, mais on n'est pas essentiellement raciste. Ce qui m'embête aussi, c'est de voir ces graffitis ACAB, all cops are bastards, et tous les policiers, tous les flics sont des bâtards ou des salauds. Ça fait mal quelque part, parce que moi qui ai travaillé pendant plus de 20 ans à la police, j'ai mené des belles enquêtes, j'ai l'impression d'avoir quand même fait le bien.
d'avoir permis de sauver des victimes, de mettre en prison des auteurs, et puis de dire tiens, tous les policiers sont des salauds, ça fait pas plaisir. Quand tu rentres chez toi, est-ce que certaines images te reviennent ? Est-ce qu'il t'arrive de ressentir comme un retour de vague émotionnel ? Alors maintenant que je suis actif dans la prévention de la criminalité, j'ai plus ce genre de soucis, mais c'est vrai que durant les années où j'ai œuvré à la cellule cyberpédocriminalité, où des fois pendant des journées entières, je devais catégoriser des images ou des vidéos terribles qu'on saisissait sur l'ordinateur des pédocriminels. C'est vrai qu'il y a eu des fois, surtout quand il y avait beaucoup d'affaires qui superposaient des affaires un peu horribles et qu'il y avait beaucoup de fatigue, certaines fois, en me couchant ou en dormant et le matin en me réveillant, j'avais ces images qui revenaient. Et ça, c'était clairement problématique. Et je ne suis pas resté seul longtemps avec ces images. J'ai directement été en parler avec notre équipe de santé au travail. Parce que c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Quand on commence à ramener ces images atroces à la maison ou dans sa tête, il faut rapidement changer. C'est ce que j'ai pu faire d'ailleurs. Vous avez donc la possibilité de débriefer avec des personnes qui sont là en permanence pour vous ? Oui, on a des équipes de psychologues du travail à la police. Maintenant, en tout cas, à la cellule cyberpédo, chaque année, il y a un entretien obligatoire maintenant pour s'assurer que les inspecteurs et les inspectrices qui travaillent dans ce domaine vont bien ou vont pas trop mal. Mais non, on a des débriefeurs, que ce soit des professionnels ou des policiers spécialisés en débriefing pour pouvoir revenir sur certains cas, pour pouvoir vraiment débriefer, discuter ce qui s'est passé et mettre ça de côté pour continuer la vie normalement. On arrive déjà au terme de cette interview. Si tu pouvais dire une seule chose à quelqu'un qui s'apprête ou qui hésite à pousser la porte d'un poste de police, ce serait quoi ? Je lui dirais, n'hésitez pas à communiquer avec le policier ou la policière. Les gens en face de vous, c'est pas des robots. C'est des gens qui peuvent comprendre que vous ayez plein de questions, que vous ayez plein d'incompréhensions, que vous naviguiez dans le noir absolu. La police va répondre à vos questions si vous les posez. Elle devrait anticiper le fait que vous avez peur, vous êtes perdu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les policiers vont traiter tellement d'affaires dans la même semaine de permanence, par exemple, que des fois, ils vont oublier de s'intéresser vraiment à l'état émotionnel de la victime. Dites simplement ce que vous ressentez. Dites que vous avez peur, le policier sera là pour vous assurer, vous rassurer et vous expliquer ce qui vous attend en fait. Donc vraiment, il faut communiquer, il ne faut pas hésiter à communiquer. François Nanchen, un immense merci d'avoir partagé ton regard et ton expérience avec nous. Merci à toi pour l'accueil, pour la qualité de tes questions. Je pense que ce que tu fais avec ton site, avec ton podcast, c'est vraiment ultra utile pour les victimes qui, je le répète, ne vivent ça en principe, on l'espère, qu'une seule fois dans la vie et c'est très important qu'elles soient informées de ce qui les attend. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent te retrouver sur Instagram et TikTok sous le nom ICOP François. J'en profite aussi pour rappeler l'existence de la plateforme agression-sexuelle-urgence.ch, agression sexuelle au singulier, urgence au pluriel, qui est le fruit d'une collaboration entre les polices cantonales genevoises, vaudoises et valaisannes. Vous y trouverez de nombreuses informations et ressources utiles pour les personnes victimes d'une agression sexuelle. Et bien sûr, la désormais incontournable victimepassseul.ch au singulier, où vous retrouverez aussi de nombreuses informations et ressources, des interviews et bien plus encore, si vous êtes ou si vous avez été victime de violences physiques, psychiques ou sexuelles en Suisse romande, ou si une personne de votre entourage est concernée. N'hésitez pas à y jeter un œil, à partager l'info et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Est-ce que tu arrives juste à parler un tout petit peu contre le micro ?
Je m'excuse, il y a le micro qui est en train de descendre, il faut que je le remonte. Et justement, dans... Non, ça va pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Attends, je vais juste rebaisser un peu. Parce que je l'ai trop monté avant. Puis je suis comme ça. Là, on est pas mal. Redis, tu relances la question, comme ça me remet dans le truc. Bon, déjà, j'ai pas d'uniforme. Ça, c'est la réponse. Attends, je sais plus ce que je voulais dire là pour cette histoire. Attends, non, je te dis, je redoute rien, ça fait un peu le toyer, quoi. Enfin, c'est pas sympa. Ah non, attends, on peut recommencer cette question. C'est n'importe quoi ce que je dis. Suite à on recommence, pardon. Nul. Ça, c'est toujours la fin, c'est toujours plus compliqué. Parce qu'on est fatigué.